Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Les gars, bonne nouvelle à vous annoncer. Et je touche du bois. Mais le printemps est revenu. Je te confirme. On le voit pas en vidéo ou même et encore moins en audio, mais j'étais en short et en hoodie aujourd'hui. Hey, vraiment, tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes. Tu t'as jamais fait ça de ta vie. Jamais fait ça de ma vie, mais non, j'étais en hoodie, j'étais en short. La vie est belle, le printemps est arrivé. Mais faut faire attention par contre dans ces temps-là, parce que là, après ça, on se dit on va sortir les petits souliers, mais le problème, c'est que la rue est inondée. Ouais. Je te confirme, c'est ça aussi qui m'est arrivé. Ouais, exact, pareil. Hier, en plus, j'étais chanceux. Hier, je m'en allais à mon auto, puis là, je vois un char qui s'en vient. Je dis, bon, tu sais quoi, je vais me reculer juste au cas où. Le jet que ça a fait, là, je me sentais comme, tu sais, à Las Vegas, là, devant, je sais plus quel hôtel, là, avec le show d'eau. Je me sentais comme ça. Puis j'étais c'est fou. J'étais célèbre. Que veux-tu? Mesdames et messieurs, bienvenue à la Triple Menace, cette édition du 8 mars 2026. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon restant de semaine. J'espère que, vous n'êtes pas trop resté accroché à votre téléviseur vendredi pour écouter ce qui était la date limite des transactions. Dans tous les cas, on vous a quand même fait un petit suivi avec ça. Pop! Parle-nous donc le générique. On passe ça tout de suite. Ah ouais donc, pourquoi pas, là. On est bien, là. Fait que, let's go. On est parti. Il faudrait comme une chanson avec ça en plus, tu sais, des paroles. On pourrait comme prendre nos paroles puis les passer dans un programme puis on chante le perron d'église. Alors, pour le perron d'église de cette semaine, ou du moins de cette fin de semaine, on vous a demandé vraiment très bonnement, tout bonnement, quelle note sur 10 donneriez-vous aux Canadiens pour cette date limite des échanges? Vous avez été nombreux à nous répondre sur Facebook. Et on va vous lire, parce que vraiment, on a été, pour de vrai, dans tous les sens. Il y en a qui ont dit que c'était incroyable, d'autres un petit peu moins. À commencer, on a eu de Louis-Mathieu Bonin un 8 sur 10, déçu, mais qui comprend que le Canadien n'a rien fait. On a un 0 sur 10, très déçu de ne rien avoir fait. Et comme quoi, on aurait peut-être voulu voir Patrick Laine partir. On a d'autres 0 sur 10. On a même eu droit à des 10, des dates limites, des transactions parfaites. On a Jean-Pierre Barry qui a dit « Mieux rien faire et regarder les transactions qui ont été faites. Allez voir les joueurs obtenus par les autres équipes. C'est sûr que ça ne doit pas être drôle. » Considérant que, finalement, des quelques gros noms qu'on voyait sur le marché... Donc, finalement, ces échanges ne sont pas arrivés, qui ont été refusés. Alors, voilà. On a même un très bon commentaire d'Alain Fortier. Comment veux-tu noter s'il y a statu quo? Et voilà. Suzanne qui dit « Bien fait, c'est à des joueurs âgés de 30 ans et plus. On a beaucoup de travail et beaucoup de jeunes là, qui vont faire cette job-là. » Et on a aussi un autre commentaire de Serge qui dit « Je suis déçu. Kent Hughes n'a rien fait. Il préfère garder ses choix plutôt que de payer le prix. Je me sens trahi et je suis en colère. Les séries sont compromises pour le Canadien. » Les gars, c'est pas rien quand même, là. Écoute, on est vraiment sur du 0 à 100 km/h rapide. Ouais. Là, on est vraiment à soit on est vraiment content ou soit on est vraiment fâché. Puis il y a un sentiment de déception, je comprends là-dessus, parce que depuis le 24 février, OK, on recule une semaine et demie avant la date limite des transactions. Il y a seulement 2 équipes dans la Ligue nationale qui ont fait aucune transaction depuis le 24 février, puis le Canadien de Montréal en est une. Fait que tu te dis en même temps, est-ce qu'on aurait voulu au moins aller chercher, je sais pas, t'échanges un choix de 3e ronde, whatever, pour un défenseur numéro 6 pour essayer de donner un peu d'aplomb à cette défensive-là ou juste trouver quelque chose juste pour rebalancer tout ça, puis on a absolument rien fait. Même Patrick Laine est encore à Montréal. Qui aurait parié ça il y a 2 semaines? Qui aurait parié que Patrick Laine finirait l'année à Montréal?
Et ben oui, et avant qu'on se relance sur tout ça, ben, je pense qu'il y a Samuel Trépanier aussi qui est un peu du même avis que toi, qui dit, ben, honnêtement, c'est la première fois qu'il se dit déçu du DG autant. L'année passée, qu'il pouvait comprendre le statu quo, mais que ça fait 2 ans que le Canadien ne bouge pas au deadline et même pas un 7e défenseur quand on fait jouer le 6e 8 minutes et on ne sait même pas encore qui sera le gardien en série. Et finalement, ben, William Savard qui dit, ben, sur le long terme, c'est vraiment 10 sur 10. Rien de fait là, pour nuire à cette reconstruction. Ben, sur le court terme, il n'y a pas eu à sacrifier le long moyen terme pour prendre une chance à la roulette russe de Win cette année. Donc, 0 sur 10 dans ce cas-là. Et qui se dit personnellement qu'il n'y voit pas là, qui était disponible à bon prix, qui aurait fait une si grande différence à nommer, là, par exemple, Colton Parayko. Mais même Colton Parayko n'a pas voulu lever sa clause. Donc, ben, écoutez, les gens à la maison, si jamais vous voulez regarder tout ça, là, ben, allez sur notre groupe Facebook, les superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous, ou même notre page Facebook, la Triple Menace, pour interagir tout ça. Mais parlons-en. Parlons-en de cette date limite des transactions avec le Canadien de Montréal. Félix, toute la semaine, je pense que toi et moi, on s'est dit, hey, Patrick Laine, oui, tu sais quoi? Tu sais, Los Angeles. Et même hier, on voyait Panarin sur l'aile gauche contre les Canadiens. On s'est dit, hey, pour être le fun, Patrick Laine à cet emplacement-là. Même que je voyais les TikTok de Jordan Laine, donc la femme de Patrick Laine sur TikTok et Instagram, qui sortait des vidéos comme, bon, on est à la semaine avant, on ne sait pas trop ce qui va se passer, puis les commentaires étaient bombardés de « Tu vas voir, tu vas adorer Los Angeles ». Que s'est-il passé, Félix, pour que Patrick Laine soit toujours dans l'effectif des Canadiens? Je reviens à la... J'entends la question, je reviens en 2 minutes. Je fais juste revenir un petit peu sur Kent Hughes, puis je vais revenir à Laine par le fait même. Kent Hughes, en lisant, quand tu disais les commentaires, moi, il y a quelque chose, je pense que c'est ça qui est clair. Cette année, le Canadien est en meilleure position qu'il ne l'a jamais été depuis l'arrivée de Kent Hughes, et ça fait en sorte que, soudainement, les attentes ont changé un peu, mais ça reste que concrètement, on n'est pas supposé être rendu là dans le plan, le processus de Kent Hughes et Jeff Gorton. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement facile d'être tout ou rien par rapport à cette date limite-là du Canadien, dans le sens où tu as ceux qui se disent, bon, ben, gars, on va tellement bien en ce moment, il faut aller chercher du renfort, aider cette équipe-là. Et eux sont déçus. Et quand t'en as d'autres qui disent, ben, le plan à long terme, cette année, on ne se rendra pas jusqu'au bout, ou si bien attendre l'année prochaine que le noyau soit un peu plus mature pour là commencer à payer. Puis les deux points de vue se défendent. Je veux dire, d'une manière ou d'une autre, tu peux très bien défendre les deux points de vue, puis de dire que, ben, moi, je pense qu'on aurait dû donner un petit coup de pouce maintenant dans l'association de l'Est qui est prenable cette année. Il y a le Lightning qui est une puissance, mais sinon, c'est plus ou moins clair qu'il est vraiment une puissance en ce moment. T'en as d'autres qui vont dire, tiens, on a encore Age, Zarovski, Reinbacker, Fowler qui s'en viennent éventuellement. Les jeunes vont pousser, les jeunes vont maturer. Et c'est un point de vue qui se défend. Je reviens, par exemple, parce que Kent Hughes a dit à la fin de son point de presse d'après date limite, qui est arrivé 1h30 après l'heure limite. Et ça, c'est un détail intéressant parce que Kent Hughes a mentionné dans son point de presse, il a passé toute la journée à travailler sur une transaction importante qui ne s'est pas matérialisée et qui pourrait être visitée pendant l'été. On va y revenir 2 secondes, mais tu me parles de Laine, je reviens à Laine. Selon moi, Patrick Laine allait être échangé à quelqu'un d'autre dans cette transaction-là. Je pense qu'on avait une transaction en place pour envoyer Laine ailleurs pour permettre d'accommoder ce nouveau joueur-là. Mais quand cette transaction n'a pas abouti, on s'est dit, on n'échangera pas Laine juste pour échanger Laine. Probablement, est-ce qu'on aurait donné quelque chose pour... On ne l'a pas échangé juste pour l'échanger. Mais éventuellement, est-ce que ça va devenir une distraction avec l'équipe? Est-ce que Martin Saint-Louis va être tanné de se faire poser la question pendant 2 autres mois de temps? Est-ce que Patrick Laine est en état de jouer? Oui, il va être tanné de se faire poser cette question-là, mais ça fait partie de la game. On a eu le bon de Patrick Laine l'an passé. Sans lui, le Canadien ne fait pas les séries l'an passé. Là, cette année, on a le un peu moins bon. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu intriguant que Laine soit toujours là. Mais ça, je pense qu'on a tellement mis de concentration, de focus sur cette grosse transaction-là qu'on a comme pas fait la transaction par Laine parce qu'on n'a pas été capable de conclure cette première transaction-là. Et le besoin d'échanger Laine dans les circonstances n'était donc pas aussi important qu'il l'aurait été si cette autre transaction-là avait abouti. Parce que revenons quand même sur l'état de santé de Laine, c'est que là, comme tu as mentionné, Félix, il est en état de jouer. Puis le problème, c'est que l'association des joueurs, tôt ou tard, éventuellement, va cogner à la porte des Canadiens. Hey, pourquoi il ne joue pas lui? Surtout s'il est en état de jouer, ça risque d'être un sujet
à suivre de ce côté-là. Mais Pop, mettons un peu là, nos chapeaux d'aluminium, parce que Félix a mentionné tout ça, puis on vous a lu aussi là, sur les réseaux sociaux, même dans nos propres messages personnels à chacun. Est-ce que la transaction dont Kent Hughes peut-être parle, ou du fait que son point de presse a été repoussé continuellement, c'est parce qu'on finalisait un échange peut-être avec Nassem Kadri? Pop, d'après toi, qui est l'identité de ce joueur mystérieux peut-être dans cette transaction-là, si on veut rêver un peu? Là. Écoute, là, on va se mettre des paramètres ici. Mettons, on va prendre une équipe qui est clairement un vendeur. Tu sais, je pense pas qu'une équipe comme Colorado... Tu sais, ça m'étonnerait que le Lightning vende Nikita Kucherov. Tu sais, on peut s'entendre un peu là-dessus. Tu crois? Non. Écoute, 10 out of 10 analysis ici. Mais moi, j'ai essayé de faire par élimination, puis dans mon calcul, j'ai pris pour acquis que Kent Hughes voulait aller chercher ensemble dans cette transaction-là. Sais-tu quoi? Mio, je te regarde en disant ça. Moi, vite de même, là, j'avais pensé Mika Zibanejad qui s'emmenait les Rangers de New York aux Canadiens. Je t'haïs. Non, mais le pire, c'est que je veux même pas ça pour te troller. C'est vraiment ça, je pensais. Moi, c'est ma théorie. Si j'avais à deviner dans des informations que je possède aucunement... Je m'en fous, je t'haïs. Je sais. C'est pas grave. Je te donne le droit de faire ça pour le reste de l'épisode, mais honnêtement, dans les candidats que je pensais, Mika Zibanejad, c'est peut-être un des gars les plus plausibles, surtout dans le fait que New York, dans sa tentative de retooling, a juste vendu Artemi Panarin, finalement. Tu sais, ils n'ont rien fait d'autre après ça. Même fucking Vincent Trocheck est encore aux Rangers, là. Niaise-moi, là. Ce qui est aberrant, mais on y reviendra un petit peu plus tard sur le restant de la Ligue nationale. C'est quelque chose. Puis écoute, moi, tu vois, je pense Zibanejad, c'est intéressant. C'est possible que ce soit ça. Je propose 2 autres noms. Le premier, Nicolas Cloutier. En fait, JC a rapporté que selon Nicolas Cloutier, le joueur en question, un des joueurs qui a été discuté très sérieusement à Montréal, c'est Ryan O'Reilly. Et ça aurait du sens dans l'optique où O'Reilly répond à pas mal de besoins, ce centre gaucher, quasiment point par match cette année. Et les Predators ont décidé d'être ouverts à échanger Ryan O'Reilly le jour même de la limite. Donc, à ce niveau-là, ça se tient dans le sens où, s'ils ont décidé ça le matin même, ben, c'est normal qu'on ait passé beaucoup de temps là-dessus le jour même. Même si ça, le cas d'O'Reilly reste particulier parce qu'on sait que quand il avait joué à Toronto, il n'y avait pas l'impression d'expérience avec les médias et tout. Maintenant, on revient à Kent Hughes qui dit qu'il y a des gars qui étaient prêts à venir à Montréal en bout de ligne, même s'il l'avait sur la liste de l'échange. O'Reilly n'a pas de clause en tant que tel, mais les Predators le traitent comme s'il y en avait une parce qu'il était important pour l'équipe et tout. Donc, ce nom-là a circulé, mais il y a quand même aussi, il faut rappeler, Pierre Lebrun qui rapportait qu'un autre joueur dans la milieu du Canadien, un attaquant mystère, un nom qui n'est jamais venu dans les rumeurs depuis le début de la semaine. Et hier, Elliot Friedman a parlé d'une grosse transaction qui n'a pas eu lieu, possiblement impliquant le Canadien. Moi, il y a un nom qui m'intéresse parce que, peux-tu me rappeler les 2 équipes qui n'ont pas fait de transaction? Il y a Montréal et il y a New Jersey. New Jersey, intéressant, c'est là que je voulais que tu m'amènes. Jack Hughes, évidemment, les Devils ne changeront pas Jack Hughes. Mais les Devils ont un autre centre extrêmement intéressant qui répond pas mal à tous les besoins du Canadien aussi et qui est un petit peu plus jeune. Est-ce qu'on serait complètement surpris que Nico Hischier soit un joueur que le Canadien est considéré dans ces pourparlers-là? Est-ce qu'on serait complètement... Félix, je vois ta vision. Je vois qu'est-ce que tu t'en vas avec ça. Mais ouf! OK. Parce que si c'est ça pour vrai, ça c'est un gars... Hey. Si c'est ça pour vrai, je suis choqué. Hey. Positivement, là, je suis choqué. Là. Si c'est vraiment Nico Hischier à Montréal... Ça, c'est un gars qui a couvert, qui a baigné dans la Q en 2016, là, qui réagit à ça. Là. Oui, puis, là, mais, ce qui m'intéresse, c'est que Kent Hughes a aussi insisté vraiment sur l'aspect long terme, comme quoi ça aurait été une transaction substantielle. O'Reilly, aussi bon soit-il cette année, quasiment point par match avec les Preds, il ne faut pas le rappeler, c'est extrêmement impressionnant. Là. Autant une saison extrêmement impressionnante, ça reste quand même un gars qui a 35 ans. C'est pas un petit genou. Et Nico Hischier fait pas mal plus le groupe d'âge de ce noyau-là du Canadien. Un petit peu plus vieux, si je ne m'abuse, c'est 28 ans. En fait, il est la même année de repêchage que Nick Suzuki. Je pense qu'il était un an avant. Attends, Nico Hischier... 2017. 2017, les deux? C'est 2017, les deux?
Ah, non, Ok, ben c'est ça, Patrick. il était avec Suzuki, puis il était avec cette gang. Je crois qu'il est un petit peu plus vieux, mais bref, peut-être quelques mois, là, mais bref, Il a fit 27 avec ans. Exact, il fit avec le reste de l'âge, le reste du noyau en termes d'âge. Tu sais, Suzuki est un peu comme le plus vieux en haut du top, puis t'as Reicher qui se rajoute. Robert Thomas fitait aussi exactement avec ce niveau-là. Puis t'as les Cole Caulfield, les Slav en descendant et tout, comme on les connaît bien. Mais tu sais, je ne serais pas surpris qu'on apprenne dans quelques mois que Nico Hischier était peut-être le gars qui était ciblé. On sait que les Devils ne connaissent pas une grande saison, et puis peut-être qu'on veut brasser la soupe un peu d'une équipe qui semble avoir plafonné un peu. Simon Nemec est un autre nom qui a circulé. On sait que Nemec est un Slovaque comme Juraj Slavkovski. Est-ce qu'il lui aussi est impliqué dans la transaction? Hischier puis Nemec, je commence pas mal à cocher la cause de transactions substantielles que Kent Hughes a tapé le coup sur le Kent Hughes. Honnêtement, là, si c'est ça pour vrai, tu donnes quoi pour ça? Là? J'ai aucune idée. Je veux même pas imaginer c'est quoi le prix que Tom Fitzgerald va demander pour ça. Là. Ça commence avec Michael H. C'est sûr que ça commence avec Michael H. Je peux possiblement sortir ces deux-là. Tout commence avec Michael H. Ouais, c'est la monnaie d'échange, en fait, la plus importante chez le Canadien. Ben, vous voyez, comme peut-être potentiellement comme une monnaie d'échange. On sait que ça fait quand même beaucoup débattre d'ailleurs, là, ce sujet-là. Que faire de Michael Hage? D'un côté, les gens sont quand même romantiques du fait que c'est un centre qui parle français, l'histoire aussi avec sa famille, plus que c'est un partisan des Canadiens, l'histoire avec son père, bien sûr. Mais de l'autre côté, ben, il y en a qui se disent écoutez, hein, ça fait partie de la business. Gros sujet quand même, puis surtout qu'on pourrait revenir encore sur la discussion sur les Blues, comme quoi ça revenait peut-être à ça. Mais bon, je pense que les boys, du côté des Blues, je pense que c'est un peu le même angle d'attaque que les Rangers, que vous voyez tous ces noms-là qui sont attrayants en ce moment. Ben, ce n'est pas des contrats qui expirent demain matin. Donc, prenons le temps d'avoir les meilleures offres possibles. Donc, ce qui était le cas des Blues et des Rangers. Parlons d'ailleurs là, aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey. Mais juste avant, vous autres qui écoutez ça, qui vous a le plus surpris qui a changé d'adresse ou pas changé d'adresse? Votre plus grande surprise de ça? Vous savez, en tout cas, personnellement, parce que je sais que vous deux, vous portez grande importance sur mon opinion. Ma plus grande surprise, en étant non surprise, ben, c'est le fait que Nazem Kadri il est retourné au Colorado. Je veux dire, fallait-tu être choqué? S'il y avait moyen de rembobiner la cassette, il y a exactement une semaine sur ce podcast, quelqu'un du nom de Félix a prédit deux choses. Voyons, Graf, il allait marquer pour les Sharks et que Nazem Kadri s'est retourné au Colorado. Ces deux choses se sont passées. Malheureusement, il y a Vincent Deslauriers qui n'a pas marqué contre Montréal, mais ça, on n'en parlera pas. Ouais. Non, mais il n'y a pas eu de pénalité. Avec Trocheck ou Malkin, oublie ce bout-là, mais sinon, là, oui. Exact. On s'en ces deux-là. Là, et encore meilleur, Bob Léponge a été name-dropped pendant le match des Canadiens contre les Sharks, ce qui était encore plus fantastique. Donc, Nazem Kadri, qui, à la surprise d'absolument personne, quitte les Flames de Calgary. Après ça, pour retourner à l'Avalanche, tout dépendant où est-ce que vous vous situez, hein, vraiment, mais en soi, je pense que le mariage, ou du moins cette réconciliation était dans les cartes, était naturelle pour les deux clans. Donc, Kadri et un choix de 4e tour en retour d'un choix de première ronde, d'un choix de 2e ronde, Victor Olofsson et Max Curran Pop. On le dit encore une fois, ça devait revenir, mais en même temps, un nécessaire quand même, je pense, pour l'Avalanche. Ben, écoute, dans une équipe qui a Nathan McKinnon comme premier centre, tu peux te sauver de quelques problèmes. Tu crois? Oui, un petit peu quand même, mais... T'es un peu comme Félix la semaine dernière, t'es safe un peu sur tes... Ouais, non, c'est ça, mais quand même, tu sais, Nazem Kadri, ça reste un gars qui ne sera peut-être pas au niveau en 2021-2022 quand le Colorado a gagné la Coupe, mais ça reste un gars qui, un peu comme Ryan O'Reilly, est quasiment point par match dans les Flames de Calgary, ce qui est quasiment l'équivalent d'être possiblement meilleur pointeur d'à peu près 15 équipes partout dans la Ligue nationale de hockey. Mais non, ben écoute, c'est dommage. Montréal l'avait visé beaucoup. Il y avait même, dans les dernières minutes, là, on pensait que peut-être Nazem Kadri pourrait venir à Montréal. Finalement,
les informations disaient que c'était les proprios qui ne voulaient pas retenir du salaire de Nazem Kadri dans un échange qui aurait été une condition dans le camp montréalais. Finalement, on voit partir ça au Colorado. Je me suis dit, bon. Ils ont retenu du salaire. Puis ça, c'est un élément extrêmement important pour ceux qui ont moins suivi. Petite anatomie vis-à-vis de la transaction. Nazem Kadri, à la base, il y avait une entente en place pour l'envoyer au Colorado, qui était en début de semaine, après lundi. L'entente finalement a avorté quand les Flames n'ont pas voulu retenir du salaire. Donc là, c'est à ce moment-là que l'Avalanche a pivoté vers Nicolas Roy, parce qu'on a aussi acquis Nicolas Roy. Et on s'est ramassé le jour même. Nazem Kadri était vraiment fâché d'apprendre qu'il y avait une transaction qu'il y avait au Colorado. C'est là qu'il voulait aller. Une transaction qui avait avorté. Et c'est là que le propriétaire des Flames a réalisé que, bon, tu sais, il m'a rendu des fiers services. Il est venu ici, puis il a essayé de nous aider quand Tkachuk est parti, quand Gaudreau est parti. Il a essayé de venir relancer un peu cette nouvelle ère-là des Flames. Puis c'est à ce moment-là qu'il a accepté de retenir ses 20% du salaire. C'est pas 50, c'est 20 parce que c'est pour cette année et les 3 prochaines. Fait que c'est, au-delà de l'argent, c'est aussi un des 3 espaces de rétention salariale qui vont être bloqués à long terme. Mais on a voulu être correct avec Kadri, on a voulu l'accommoder. Puis c'est ce qui fait en sorte que le Velo Colorado. Mais oui, ça a été une grosse transaction qui, si le Kadri et son camp n'avaient pas été un peu fâchés, n'avaient pas témoigné de leur frustration, peut-être que Kadri a abouti à Montréal au final, parce que c'est vraiment à ce moment-là que le proprio a fait « OK, ouais, donc, je ne ferai pas en sorte que Kadri va être fâché pour aussi longtemps. Je vais l'accommoder, je vais l'envoyer là où il veut aller, puis je ne ferai pas un peu chier pour du salaire. Là, je vais retenir, puis ça va être tout. » Puis encore une fois, l'Avalanche qui vont tellement être dangereux. Puis encore une fois, qui sont aussi très présents pendant la date limite des transactions, mais en même temps, on a fait part un peu de nos inquiétudes pour l'Avalanche. On a parlé de l'état de santé, surtout de Nathan MacKinnon en revenant des Olympiques. Puis même l'année dernière aussi, on s'était dit qu'ils ont peut-être trop fait de transactions, mais là, vous savez quoi? Je pense qu'il y a matière à ce que cette équipe-là redevienne dangereuse d'ici la fin de la saison. Puis sur un dernier point, pauvre Jonathan Huberdeau qui on va le dire, là, qui est pogné à Calgary en ce moment. Puis je te confirme que Calgary est pogné avec Jonathan Huberdeau aussi de leur côté. Ah, le pauvre. Ouais. Me sens mal. Surtout parce que c'est un Québécois, puis on connaît toute l'histoire de ce qui a donné au lendemain, littéralement, au lendemain de son échange en provenance des Panthers. Donc, force à Jonathan Huberdeau. Force à Jonathan Huberdeau dans ce cas-ci. Mais vraiment, je blaguais comme quoi Nazem Kadri, c'était un échange surprise, mais pas tant en fait. Là. Mais en voulez-vous un échange surprise? Celui qui nous a été annoncé à petites heures du matin. John Carlson, qui est expédié des Capitals de Washington vers les Canards féroces d'Anaheim. Merci pas pour la traduction que tu m'as refilée quelques minutes avant de commencer à enregistrer. Et oui, parce que les vrais savent que c'est les Mighty Ducks et non les Ducks d'Anaheim. Les vrais savent. Oui. Puis Emilio Estevez est encore l'entraîneur-chef. Ah, absolument. Donc, pour un choix de 3e et de première ronde, vous savez à quel point c'était tough comme échange? Parlez-en à Alexander Ovechkin. Ouf. Qui a témoigné au lendemain puis dit comme je me suis pas rendormi. Je sais pas quoi penser, je sais pas quoi faire. Là, tu sais, c'est le gars qui voit tous ses meilleurs chums partir. Tu sais, il a vu en un premier temps Mike Green s'en aller, il a vu Semin s'en aller, Braden Obi, Evgeny Kuznetsov, tout le monde. Écoute, Backstrom à la retraite ou du moins de la LNH. Et puis là, John Carlson, il voit vraiment tout le monde s'en aller. Puis, man, je me sens mal pour lui aussi. Ben écoute, si on cherchait peut-être des raisons de plus pourquoi Alexander Ovechkin joue sa dernière saison en Ligue nationale. En voilà une autre. Tu penses-tu qu'il est fâché de voir son club être vendeur? Puis les Caps ne font probablement pas les séries dans tous les cas, là, mais tu sais, c'est sa dernière saison en carrière, le gars a tout donné à l'organisation. Penses-tu que ça l'écœure un peu quand même de les voir vendre, surtout Carlson? Puis, tu sais, ils ont comme vendu puis acheté, là, c'était comme pas clair, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient à Washington, ils ont fait un peu des deux, là, mais j'ai échangé Carlson, qui, tu sais, oui, 37 ans, il est plus jeune, mais ça reste un défenseur qui est encore extrêmement productif pour son âge. Puis, tu sais, qui va tellement solidifier cette brigade-là des Ducks, ça va créer avec Jackson Lacombe. Jackson Lacombe et John Carlson, c'est équipé pour veiller tard comme premier du autre défenseur, ça, là. Mais, puis, tu sais, t'as Radko Gudas, Jacob Trouba, il y a du monde là à Nîmes. C'est un bon groupe de défenseurs quand même. Ça commence à avoir vraiment de l'allure. Fait que, bref, mais
écoute, moi, pour Ovechkin, c'est surtout ça, tu sais. Ça me dérange pas qu'on ait vendu, mais là, de ce qu'on comprend, c'est que les négociations avec Carlson étaient compliquées. Puis, je sais pas, là, me semble que tu t'attends à ce que ce soit la dernière année d'Ovechkin. Tu gardes Carlson, puis tu te dis, bah, gars, au pire, on perdra ça. Puis, la construction va durer 1 ou 2 ans de plus, puis ce sera ça. Là, mais écoute, chapeau aux Ducks d'avoir flairé la bonne affaire. Pour moi, c'est la meilleure transaction qui a été faite de toute la semaine. Ouais. John Carlson, oui, c'est cher payé quand même un choix de première ronde et un choix de troisième ronde, mais les Ducks sont rendus, un peu comme le Canadien, sont rendus à un stade où les choix, c'est bien beau, là, mais à un moment donné, il faut que ça te prenne du temps. Il faut peut-être un bon jeune voyant en place, encadré comme du monde. Puis, tu sais, évidemment, Noah Dobson est un plus gros prix que John Carlson, mais c'est un peu leur échange de Noah Dobson à eux dans une mesure beaucoup plus petite. On avait un vétéran qui est là pour beaucoup moins longtemps. Mais, tu sais, ils ont compris que ça leur prenait un vrai gros nom pour épauler cette brigade-là. Puis même si on Jackson Lecombe, comme le Canadien avait Ray Hudson, tu n'as jamais trop de bons défenseurs, surtout les défenseurs droitiers qui sont rares. Fait que John Carlson, une belle prise pour les Ducks. Puis surtout que, ça c'est juste mon interprétation personnelle, on dirait que l'échange de John Carlson a comme tellement surpris tout le monde que ça a comme ralenti le marché dans la journée du deadline de vendredi. Parce qu'on est passé d'un marché d'acheteurs à un marché de vendeurs à plus de marché rendu la journée de vendredi. Puis on dirait que ça a vraiment coupé quand ça a sorti que John Carlson s'en allait à Nîmes. J'ai fait, hein? OK. Fait que qu'est-ce qui se passe avec Robert Thomas, Jordan Carew? Ça a vraiment coupé l'herbe dans le tour des pieds de tout le monde. C'est aussi simple que ça. Mais qui s'en va là, super. Super transaction pour les Ducks qui veulent, ils sont là pour sortir là, en premier de cette division Pacifique. Ben, je parle pas présentement, là, mais je parle parmi les équipes californiennes. Bon, les Kings, on voit que ça va dans le sens inverse, qu'ils essayent tant bien que mal que de garder leur tête en haut de l'eau. Puis les Sharks, que dire des Sharks? Un joueur, là, pas pire, Macklin Celebrini, qui s'appelle. Donc, écoutez, les Ducks qui veulent faire leur petit bout de chemin aussi, puis ils partent bien. Puis avec John Carlson, c'est littéralement un petit bout de chemin parce que, bon, vous l'avez mentionné, c'est plus jeune, des John Carlson de ce monde, mais ça vient certainement solidifier ce groupe défensif. Mais dans tout ça, messieurs, on parlait de l'Avalanche et comme quoi ils vont faire probablement leur petit bout de chemin aussi. Mais maintenant, avec cette prochaine transaction, on connaît l'identité de l'équipe qui représentera l'Est en finale de la Coupe Stanley et ce sera le Lightning de Tampa Bay. Pourquoi? Oui, effectivement, ils ont une bonne équipe. Non, on s'en fout. On s'en fout qu'ils aient une bonne équipe. C'est parce que Corey Perry est de retour à Tampa Bay. Donc, Corey Perry qui a vêtu l'uniforme du Lightning la saison suivante, celle avec le Canadien. Donc, il a fait un Kevin Durant. Il est allé avec l'équipe qui l'a battu. Bon, que Corey Perry de 2021 n'est pas Corey Perry de 2014, soit dit en passant. Mais il s'en va. Des Kings. À ce jour, pour moi, l'une des plus grandes trahisons qu'un ancien joueur du Canadien a fait. Ben là, écoute. Non, il voulait revenir. Hein. Il voulait revenir. Marc Bergevin ne pensait pas qu'il restait 2 années de hockey dans le corps, fait qu'il a donné juste 1 an. Le Lightning en a offert 2. Parce que 5 ans plus tard, il est encore en train de jouer. Parce que je me souviens très, très clairement, quand il y a eu la notification que Corey Perry s'en allait à Tampa Bay, je me souviens, je mettais du gaz pour partir de l'Abitibi pour partir en vacances. C'est comme ça que j'ai appris que Corey Perry s'en allait de Montréal. Je pourrais pas dire j'étais où quand j'ai appris que Corey Perry s'en allait. Je me souviens, je venais de tanker mon char pour partir de l'Abitibi pour partir en vacances. Oh my God! Non seulement Corey Perry partait de Montréal, mais allait rejoindre le Lightning de Tampa Bay. T'étais-tu au dépanneur à Beau Séjour? Non. Je sais de quoi tu parles, je sais de quoi tu parles, je sais quelle référence tu fais par. Pour les gens qui s'en vont en Abitibi, c'est comme le premier dépanneur, pas dire le premier signe de vie, mais c'est le premier dépanneur que tu vois en sortant du parc de la Vérandrie. Et voilà. Ça termine là. Mais donc, Corey Perry, puis en plus de ça, non seulement Félix, on n'était pas trop sûr chez les Canadiens qui avaient 2 années dans le corps encore, mais de là à valoir un choix de 2e ronde. Oui, c'est impressionnant. Puis Corey Perry, évidemment, tu l'as dit, il n'est pas le Corey Perry des belles années, mais ça reste un gars qui sur un 4e trio
série, t'es vraiment content de l'avoir. Là. On le sait, en finale, t'aimerais mieux qu'ils soient dans notre équipe parce que c'est pas mal un signe que tu vas perdre. Il a quand même perdu 5 finales en 6 ans, le pauvre. Mais ça reste quand même que ce gars-là est c'est vraiment une petite peste dans le sens le plus peu du terme. Puis je le dis, c'est la plus belle forme de compliment que je peux offrir à un joueur comme lui. Là. C'est vraiment une petite peste fatigante. Puis c'est un gars qui connaît son rôle, qui se plaindra pas. Puis écoute, en avantage numérique, il va se stationner devant le filet, puis il va marquer des buts, puis ça va fonctionner. Puis ça reste un gars qui marque encore 20 buts, Corey Perry. Là, il rendu à 40 ans, il marque encore 20 buts. Là. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment la renaissance de deuxième moitié de carrière de Corey Perry est extrêmement impressionnante. Puis ça dure encore dans le temps, il ne s'arrête pas. Mm-hmm. Donc, écoutez, c'était quand même les grandes lignes de cette période des transactions, ou du moins, des équipes qui ont bougé, mais bien sûr, il y en a eu tellement d'autres. Là. Scott Laughton, qui, est passé aux Kings, qui a marqué d'ailleurs un drôle de premier but avec les Kings contre le Canadien. Il y a Jonathan Drouin qui est passé à Saint-Louis dans l'échange de Braden Shen, qui là d'ailleurs va jouer contre les Blues cette semaine. Donc, c'est ce qu'il y en est. Mais d'ailleurs, mesdames et messieurs, là, juste avant qu'on passe à autre chose, là, on commence à élargir un peu nos horizons un peu plus sur les réseaux sociaux. Puis, TikTok, ça en fait partie. Puis, parfois, on s'amuse avec ce show-là. Puis, souvent, ça arrive. Là, on sort des trucs un peu loufoques. Mais Pop, effectivement, il nous a sorti un peu une affirmation assez bizarre la semaine dernière, ou un peu vieille. Il disait comme quoi, Adam Engstrom, ou comme les gens aiment bien dire, Adam Eggstrom, comme quoi, lui et un choix de deuxième ronde allait être le retour pour Jordan Kyrou, Robert Thomas, qu'importe. Et même un gentilhomme sur TikTok, en répondant à ça, a dit qu'un condom aurait pu empêcher ce podcast. Écoutez, si vous voulez voir tous les autres trucs outrageux qu'on a dit de ce show-là, va voir notre compte TikTok. On en a tellement des bons pour toi. Correction, ça en aurait pris 3, pas juste 1. Mais je comprends le principe, ça en aurait pris 3. Mais je peux saluer l'originalité dans l'insulte. Pour vrai. Vraiment. 100%. C'est un 10 sur 10 insulte, pour vrai. C'est quoi la page Rare Insults, là? Moi, j'adore cette page-là. C'est ouais. Ça pourrait en faire partie. OK. Mesdames et messieurs, pour ce qui est sinon ailleurs, ce qui en ressort de cette transaction-là, Pop, on va commencer avec toi parce que j'ai mentionné les Islanders. Mais, tu sais, les Islanders, il y a quand même beaucoup de changements de personnel qui s'est fait dans la dernière année. Puis, t'es là pour nous en jaser aujourd'hui. Écoute, je vais vous demander votre classement personnel à vous autres, OK, là? Mathieu Darche, là. Top 10, top 5. Je sais pas si vous voulez aller là. Mais pour moi, le trophée du DG de l'année vient de se catapulter jusqu'à Long Island. Mathieu Darche... Écoute, Mathieu Darche, honnêtement, là, y a-t-il un DG plus hot dans la Ligue nationale que ce gars-là en ce moment? Il est actif en maudit. Actif en maudit. On verra comment cette saison se termine. Si c'est en 20, non. Si les Islanders, tu vois, sont capables encore de cruiser jusqu'à la fin de la saison puis de se mettre en série, comme j'ai dit la semaine dernière, allaient le faire, je crois qu'il ferait certainement partie des 3 nominés au Jack Adams. Parce que au DG, pardon, pas Jack Adams, au DG. Non, c'est ça. Les Islanders de New York, pour commencer, qui aurait dit au mois de mars que les Islanders seraient deuxième de division? Pas moi, certain. Puis, cette équipe-là a tellement le beau jeu en ce moment parce que on commencerait la saison avec on commencerait les séries avec un affrontement au premier tour contre les Penguins de Pittsburgh à la maison. Et là, depuis que Mathieu Darche est arrivé, premièrement, il a pris la gottie décision de garder Patrick Roy comme entraîneur-chef. Après ça arrive, il y a eu la loc de la loterie pour Matthew Schaefer, mais écoute, tous les bons DG dans la Ligue nationale sont un minimum chanceux pour commencer. Et là,
Tu as rentré Brennan Shen. Faut pas oublier aussi, on a rentré André Spallat et Carson Soucy avant un peu le sprint final de la période des transactions. Et honnêtement, si cette équipe-là réussit à se rendre en deuxième, peut-être même en troisième ronde des séries, ce serait un retournement de situation complètement spectaculaire pour les Islanders de New York, alors qu'on n'a même pas sacrifié des gars comme Cole Hazelman. On n'est pas allé sacrifier Keyshawn Hitchison. On est allé chercher aussi Victor Eklund, puis on a aussi pris la gâtée décision d'échanger Noah Dobson, et ça n'a même pas paru au final. Écoute, tu m'aimeras pas, mais oui, regarde, Mathieu Dash, c'est beau. C'est beau, mais écoute, sérieusement, s'il n'y a pas la luck d'avoir Matthew Schaefer premier au total, cette saison, les Islanders vaut rien. En ce moment, là, la raison pour laquelle les Islanders sont vraiment bons, là, c'est parce que Matthew Schaefer l'a un peu Non. OK. Matthew Schaefer est la deuxième raison. La vraie première raison, c'est Ilya Sorokin qui va gagner le trophée Vezina cette année. Ouais, mais il n'a pas été chercher Sorokin, il était déjà là. Non, je regarde l'alignement des Islanders. Les Islanders, là, qui s'est vraiment ajouté à ce groupe-là, à part Schaefer, qui a vraiment changé. Tout ce qui était là était déjà là. Boervat était déjà là. Matthew Barzal était déjà là. Andersley était déjà là. Le groupe était déjà... Oui, OK, Dobson, c'était un gros pari. Puis, tu sais, j'ai de la misère à dire que c'est une victoire parce que oui, Heinemann a un beau début de saison, mais c'est vraiment tranquille. Les deux kids, c'est beau, ça vaut ce que c'est. Puis, ouais, ben, en fait, c'est ça. Cette opinion-là va dépendre comment Keyshawn Hitchison et Victor Eklund vont faire dans 5 ans. Exact. Moi, écoute, c'est pas si pire. Il a ramassé la belle valeur pour un gars qui voulait clairement quitter, qui voulait pas signer. Mais en ce moment, là, tu sais, je vois, maintenant qu'on considère le contrat de Jean-Gabriel Pajot aussi, là, 4,85 millions pour 3 autres années pour Jean-Gabriel Pajot, un peu cher à mon goût. Juste avant. Puis, veux-tu dire ça aux Ducks aussi pour Ryan Pelling? Ouais, même principe. C'est le même gars. Mais bref. Puis l'autre affaire aussi, là, Braden Shen, je comprends pourquoi on l'a fait, l'échange de Braden Shen, parce que cette équipe-là va bien, puis on a voulu les récompenser. Mais Braden Shen avec les Islanders, là, j'ai l'impression que c'est le même principe que si le Canadien avait été acheteur il y a 2 ans. Puis, tu sais, le Canadien est même pas prêt à être acheteur pour de vrai en ce moment. Fait j'ai l'impression qu'on a jumpé le gun, puis, gars, peut-être que je vais me tromper complètement, là, mais je suis pas un énorme fan de ce qu'ils ont fait les Islanders. Puis il y a une faction, c'est drôle parce que tu me parles de ça, parce qu'il y a une faction de fans des Islanders qui voulaient la tête de Darche sur une pique après la date limite. Parce que les Islanders, dans une année qui c'est supposé être de retour, on a la 4e plus vieille équipe de toute la LNH. C'est la 4e plus vieille équipe. Puis il y a une bonne partie de ça parce que les gars qui étaient déjà en place, là, mais Braden Shen, ça reste un gars de 34 ans, bientôt 35, qui gagne 6,5 millions pour cette année, les 2 prochaines. Et qui ralentit. C'est un bon troisième centre. 6,5 millions pour un troisième centre, c'est beaucoup d'argent. Là. Puis, tu sais, à Montréal, là, Philippe Danault, on a payé un deuxième choix pour, là, qui gagne 5,5, qui est un troisième centre. Là. On a payé un choix de 2. Les Islanders ont payé un choix de première ronde, un choix de troisième ronde et un espoir. Je trouve ça chiant. Mais il est actif. Je donne, il est actif, mais je trouve ça un peu chiant. OK. Je pense, il ferait quand même partie, je pense, du top 3, même si, encore une fois, oui, Schaefer a été donné sur un plateau de platine, pas juste d'argent, de platine, mais il en fera partie. Le vrai défi, effectivement, pour les Islanders et surtout Mathieu Darche en allant de l'avant, avec ce vieux groupe, c'est comment est-ce que maintenant on va repêcher, comment est-ce qu'on va développer autour de Matthew Schaefer et maintenant de quoi aura l'air cette relève. Mais Félix, les deux, on va s'attaquer à une autre équipe, mais les Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis, que dire? J'adore de un ce que tu as écrit sur notre document là, de préparation. Tu sais quoi? Je vais te laisser la lire. OK. Écoute, cette semaine, après, petit préambule, là, cette semaine, on a eu la transaction Colton Parayko. Vous avez certainement vu passer ça. Il y avait une transaction en place pour l'envoyer à Buffalo qui était conditionnelle au fait qu'Axel de lever sa clause de l'échange. Et la transaction est devenue publique avant que Parayko ait accepté, même que ce soit prononcé tout court là-dessus. Finalement, Parayko a refusé. Ça fait en sorte que les Blues n'ont pas pu échanger Parayko. Bref. Tout ça étant dit, après la date limite, le DG des Blues, Doug Armstrong, va devant les médias et dit que l'organisation était vraiment, vraiment déçue que cette nouvelle-là fuite dans les médias. Et ce qu'il a ajouté juste après, est extrêmement intéressant selon moi, Doug Armstrong affirme que l'organisation, je lis textuellement, l'organisation a checké
les appels, les textos et les emails de tous les employés de l'équipe pour voir s'il y avait quelqu'un qui coulait de l'information dans les médias. Je vous ramène il y a 2 ans en arrière, les tout débuts de ce podcast-là. On en avait parlé, on avait fait c'était la thématique du show à ce moment-là. Il y a un certain entraîneur à Columbus qui venait d'être nommé, qui avait un passé problématique. Un certain entraîneur à Columbus qui vient d'être nommé arrive dans le vestiaire et demande aux gars pour apprendre à mieux les connaître, c'est de voir un peu des photos de leur famille, de voir un peu dans leur téléphone, juste de leur montrer des photos de famille ou quoi que ce soit. Cet entraîneur-là s'est fait congédier 1 semaine après à cause de la pression populaire. Cet entraîneur-là s'appelait Mike Babcock. Et là, Doug Armstrong, la situation est un petit peu différente dans le sens où, de ce que je comprends, on a vérifié les ordinateurs qui appartiennent à l'équipe et les téléphones qui appartiennent à l'équipe. Donc, on n'a pas une invasion de la vie personnelle. On est vraiment resté dans ce qu'on a fait dans le cadre de ce qui appartient à l'organisation. Mais ça reste quand même un drôle. Tu sais, si Mike Babcock avait dit exactement la même chose, sa tête était au bout d'une pique. Puis Doug Armstrong a comme un peu ce capital de sympathie-là, parce que ça fait longtemps qu'il est là, parce que c'est un DG qui est très respecté. Mais rappelez-vous aussi, il y a une couple d'années, puis là, je ne le blâme pas, là, peut-être que c'est 2 cas ou est-ce que c'est de la malchance et tout, là, mais il y a quelques années, les Blues avaient essayé d'échanger Torrey Krug, qui avait lui aussi une clause de l'échange à ce moment-là. La nouvelle avait fuité dans les médias, Krug avait refusé de lever sa clause de l'échange. Ça ressemble être exactement le même modus operandi à quelques trucs près. Sans dire que c'est Doug Armstrong qui est à la base de tout ça, il y a quand même 2 incidents avec un point en commun. Puis il y a du bruit qui circule quant au fait que celui qui aurait coulé la transaction dans les médias, c'est Armstrong en tant que tel. Fait que je trouve juste ça particulier. Puis là, on sait qu'Armstrong va éventuellement quitter, c'est Alex King qui va le remplacer comme DG des Blues. Mais tout ça est vraiment, vraiment particulier comme histoire. Puis moi, ce que j'ai l'impression, c'est que si Doug Armstrong s'appelait Mike Babcock et avait dit exactement les mêmes choses que ça, il serait dehors. Il serait littéralement dehors, là, au moment où est-ce qu'on se parle. La grosse nouvelle du show aurait été Doug Armstrong congédié par les Blues. Ça aurait été ça, le gros titre du show. Mais là, c'est Doug Armstrong, il fait ça parce qu'il veut protéger son organisation. Quel bon gars, puis tout. Mais c'est exactement juste une différence de perception publique. Puis ça me fascine de le voir dire ça, puis qu'il n'y ait presque pas de bruit par rapport à ça. C'est-tu la théorie, moi, que j'ai entendue par rapport à ça? Vas-y. C'est que Doug Armstrong a tout dit ça, juste pour mettre la pression sur Buffalo, pour que tout le monde pense que c'est Buffalo qui a fuité toute l'histoire de Colton Parayko. Très possible. Ou l'agent, mais qui s'enlève le blâme sur lui. Mais c'est sur l'agent. C'est comme un peu, tu sais, les podcasts de True Crime, puis tu sais, il y a quelqu'un qui est disparu, qui est tué, puis tout ça, puis t'as tout le temps comme le suspect, l'éventuel suspect qui participe aux recherches, là, juste pour se donner une impression qu'il est pas suspect. Un peu le même move, un peu. Là. C'est un peu le même concept. Là. Attends, tu es en train de décrire un True Crime ou Scooby-Doo? En fait, un n'empêche pas l'autre quand tu y penses. Voyons voir qui est derrière ce masque. Oh! Puis là, tu te rends compte que finalement... après ça, tu fais juste te rendre compte que c'est juste un gars qui voulait prank faire peur aux gens. Exact. Non, by the way, un petit L quand même, hein, pour les sabres. Peut-on un peu... fermer un petit L quand même. Tu sais, l'année que les sabres redeviennent cool, ça va faire du chemin en série. Tu sais quoi, on va être pas trop acheteurs, mais tu sais, améliorer tu sais, la ligne bleue. En plus, c'est avec une ligne bleue de gars qui font tous 6 pieds 1 en montant. On va chercher Colton Parayko, champion de la Coupe. Tu sais, passe toute sa carrière à Saint-Louis. Fait... Non, ça me tente pas. Can't have shit in Buffalo. Oh, parlant à Josh Allen, effectivement, il pourra te dire oui, effectivement. Mais bon, c'est quoi les boys? Moi, de mon côté, là, si les Blues sont bel et bien pour faire ce ménage, Félix a parlé, pas, et encore une fois, sur rien basé, c'était juste une idée qu'il a lancée. Tu sais, peut-être que en échangeant leurs 2 attaquants au prix, tu sais, peut-être qu'un jeune comme Caleb Desnoyers, ça pourrait être attrayant. Mais c'est quoi, je vais rester quand même avec du Québécois. Avec le fait que les Blues fassent le ménage et en construction, on pourrait avoir un nouveau Québécois dans la Ligue nationale l'année prochaine. J'ai l'impression, Justin Carbonneau qui cogne à la porte. Pour ceux qui écoutent ce show et qui sont au courant que oui, je couvre cette équipe, je couvre Justin, puis même encore une fois, je ne sais rien, je ne fais que spéculer.
qui en ce moment, ben, il joue, il marque un rythme comme ça se peut pas à presque un but par match. Puis, tu sais, on verra ce que ça donnera du côté de la LNH, mais certainement, il y a de la place qui se fait de ce côté-là pour laisser rentrer un Québécois, puis qui sait, peut-être deux. Ce serait qui en deuxième? Ben, comme Félix a spéculé, si un échange devait aboutir, que Caleb Desnoyers peut-être aller à Saint-Louis, mais encore une fois, que de la spéculation. Mais l'affaire un peu avec Justin Carbonneau, puis écoute, pour l'avoir vu jouer à quelques reprises, là, je pense que c'est un jeune qui devra juste passer dans la Ligue américaine juste pour apprendre à être vraiment un professionnel quand tu sors du junior comme ça. Pour moi, ça reste encore... Il y a encore un an, mais écoute, on a rentré un Jimmy Snuggerud, ça fait pas longtemps. Zachary Bolduc est arrivé à quoi? 20-21 ans avec les Blues avant de s'en venir à Montréal? Mm-hmm. Tout est possible. Puis, en fait, je pense que là, les gens sont pas mal familiers aussi avec le style de jeu de Justin Carbonneau, que c'est quelqu'un qui a besoin souvent des occasions pour marquer. Puis en même temps, je veux dire, c'est un marqueur de but aussi. Quoi de mieux que d'avoir une équipe en pleine reconstruction où, tu sais quoi, on peut dire, vas-y. Puis aussi, l'idée qui m'intéresse, on a parlé de Desnoyers, mais si Robert Thomas reste, Carbonneau serait un bon fit avec Robert Thomas. On l'a fait, on a tenté l'expérience avec Zachary Bolduc avant qu'il parte pour Montréal, l'année passée, en fait. Puis, ça avait quand même bien marché parce que Bolduc est un gars avec un bon tir, puis sa job, c'était assez simple aussi. Attends, là, Robert va te mettre ça sur le tape, puis toi, ta job, quand elle arrive sur le tape, le mettre ça dans le but. Si tu donnes sensiblement la même mission à Carbonneau, ce serait de l'amener dans un gros rôle rapidement, là, le passer du junior au premier trio directement des Blues. Mais, ça reste un gars qui est resté longtemps au camp cette année, plus longtemps qu'un joueur junior habituel. On sent qu'on l'aime beaucoup à Saint-Louis. Je serais pas surpris qu'au gros strict minimum, en début de saison, on l'essaye. Mais est-ce que sur 82 matchs, peut-être que le jour où il y a un creux de vague, tu l'envoies dans la Ligue américaine, je vais le dire à Laval, tu l'envoies dans la Ligue américaine. Puis, je serais vraiment pas surpris qu'on l'essaye. Puis si on l'essaye, je pense que ça va être sur le premier trio directement avec Robert Thomas. Voir au moins qu'est-ce que le kid a dans le ventre. Parce que tu l'as dit, si on construit, aussi bien essayer, aussi bien voir ce qu'il a de donner, puis aussi bien voir s'il fait partie de la solution. Si tu vois qu'il fait partie de la solution, ben ça change ton plan. Là. Tu sais que tu as comme une case de cocher, tu sais que ce gars-là s'en vient, puis on peut commencer à construire en sachant qu'on va avoir lui, qu'on va placer à quelque part sur ce top 6-là, pas nécessairement avec Thomas, mais tu sais, au moins à quelque part dans le top 6 de cette équipe. Là, ce qui serait vraiment objectivement hilarant, c'est que Robert Thomas parte le 2 juillet. Ou parte cette année. Ça se peut. On est là pour spéculer. On est là pour spéculer autant que Dom Armstrong aime spéculer que Robert Thomas va partir incessamment de Saint-Louis à un moment donné. Ce qui n'est toujours pas arrivé d'ailleurs. Hein? Ça fait comme 3 ans là, que Robert Thomas, on pense qu'il va partir de Saint-Louis et ça n'arrive pas. Non, Jordan Carew, c'est encore pire. Jordan Carew, ça fait 4-5 ans. Là, c'est sans arrêt. Écoutez. On est juste là pour apprécier le show. Moi, j'aimerais juste ça voir Alexander Steen. Première affaire qu'il fait, officiellement nommé DG, il échange Robert Thomas, chose que son prédécesseur n'a jamais faite. Ben, comme Mathieu Dash, qui a échangé de Thompson direct en arrivant. Pourquoi pas? T'arrives, tu fais un statement, là, pouf, t'arrives dedans. T'imagines-tu si Candius est arrivé, première affaire qu'il fait, il échange avec Suzuki. Ça prend... Considérant en quoi il a développé, puis je pense que les gens ont encore la mémoire longue avec ce qui est arrivé avec Ryan McDonough. Les gens l'ont. C'est drôle que tu parles de ça. Vraiment, petite parenthèse, je reviens à Kent Hughes. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça avec tout le bruit qui entourait Michael H. et les différents espoirs dans les rumeurs de la transaction. Là. À Montréal, il y a de la grosse peur, des gros traumas de McDonough, même Sergachev. Là, il y a des gros traumas de voir ces deux gars-là partir et devenir vraiment des gros joueurs ailleurs. Puis, je pense qu'il y a de ça aussi qui fait en sorte que Montréal, les fans ont vraiment peur de changer des prospects. On peut les comprendre. OK, mesdames et messieurs. Du côté de la NFL, on a eu quand même des petites nouvelles cette semaine parce que, je veux dire, là, il y a l'ouverture du marché des joueurs autonomes qui s'en vient, mais à quelques jours de ça, après un bel après-midi que Max Crosby est échangé finalement. Max Crosby s'en va dans le nord de l'américaine, comme je vous l'avais prédit il y a quelques semaines. Toutefois,
Maudit. Fallait que ce soit les Ravens encore, hein? Dude, toi qui suis cette division-là toutes les années, t'aurais dû au moins prévoir que les Ravens de Baltimore font ça à tous les années. Faire un gros move en défensive pour essayer de enfin aller chercher un championnat avec Lamar Jackson. Mais c'est pas juste ça. C'est à chaque fois que tu as un joueur, vraiment une vedette, là, mais toi qui es rendu genre à 28, 29 ans, là, tu sais, il reste plus grave. Excuse-moi, pas, voyons donc. Ah, excuse-moi, là, t'es en train de... Donc, à 28, 29 ans, et les Ravens, hey, c'est automatique. Bref, Max Crosby qui s'en va aux Ravens de Baltimore en choix contre 2 choix de première ronde 2026 et 2027. C'est cher payé. C'est cher payé dans tous les cas. Encore une fois, comme Pop l'a dit, ça va être que de maximiser la fenêtre avec Lamar Jackson, mais c'est pas ça le point. Le point dans tout ça, c'est qu'il y a un certain corps arrière dans le nord de l'américaine. Je pense qu'il va en chirer une maudite dans ses shorts. Joe Burrow. Joe Burrow qui, 6 fois par année au minimum, va devoir affronter la défensive au sol des Steelers. Mot-clé, défensive au sol des Steelers. Avec TJ Watt et compagnie dans sa mouture actuelle qui est encore dangereuse. Max Crosby et compagnie avec les Ravens qui ont toujours l'une des meilleures défensives dans la NFL, surtout au sol. Et après ça, à Cleveland, contre un certain Myles Garrett. Veux-tu quelque chose de plus nord de l'AFC que ça? Je peux pas t'entendre. Ouais, c'est pas mal ça. Puis, écoute, Nio, t'es chanceux parce que là, Trey Hendrickson ne sera pas de retour à Cincinnati, mais si Trey Hendrickson était resté, TJ Watt serait le 4e meilleur chasseur de corps de cette division. Au moment où on se parle, je dois t'avouer que oui. Oui, puis cette division-là est vraiment payée. Pour Joe Burrow, parce que le seul qui s'en va, c'est celui qui est dans son équipe. C'est le seul qui n'a pas géré. Mais non, c'est. Puis, c'est. Oui, je pense que Burrow va avoir. Oui, ça va être une longue saison pour Burrow parce que la ligne offensive des Bengals, un peu comme à chaque semaine, est comme à chaque année, est un chantier complètement. Il n'y a absolument rien. C'est des tourniquets, cette ligne offensive-là. À chaque année, Burrow, c'est une 50aine de sacs du corps. Quand il est capable de jouer une saison complète parce qu'il ne se blesse pas à cause qu'il se fait frapper. Mais c'est. Non, c'est. Pauvre Burrow. Vraiment, là, Joe, on sait que l'année passée, il y avait eu, comme en fin de saison, il y a eu cette petite crise existentielle de est-ce que des fois, j'ai encore du fun à jouer au football puis tout. Là, je pense qu'il va peut-être en avoir encore un petit peu moins cette année, je te dirais, avec tout ça, avec Crosby, Garrett puis TJ Watt, là, pendant quasiment la moitié de l'année, là, ça va être 6 de ces 17 matchs, ça va être plus le tiers que la moitié, là, mais c'est quand même une bonne partie de l'année que tu vas affronter au moins un chasseur de corps élite par match. Puis il y en a d'autres dans la NFL. S'il y a un match contre les 49ers, ben, il va y avoir des gros ça. S'il y a un match. Oui. Mais il y en a pas mal. Là, fait que, ouais. Ouais, mais tu sais, de l'élite, bon, encore une fois, dans la mouture actuelle des Steelers, on verra avec TJ Watt et compagnie de quoi ça a l'air. Mais tu sais, comme on dit en anglais, ce upper echelon là, de chasseurs de corps. Oui. Ça va être tough, mais Pop, ce que je suis confus là. Oui. Encore une fois, je me réfère là à notre document, puis je vois, ce n'est pas Joe Burrow qui sera le plus affecté de l'arrivée de Max Crosby. Entends-moi bien. Entends-moi bien. Les oreilles sont ouvertes. Joe Burrow ne va pas passer un bon quart d'heure là, en 2026. Là. Ah, OK. Parfait. On s'entend là-dessus. Moi, je vais dire que Chase Brown et le jeu au sol des Bengals vont passer un très, très, très mauvais quart d'heure l'année prochaine. Ça va être encore pire pour eux autres parce que Max Crosby, là, tu sais, je regardais ses stats et tout ça, là, je regardais les numéros et tout ça, puis oui, OK, c'est un gars qui est dangereux pour un corps arrière. Mais Max Crosby, contrairement un peu à Myles Garrett et dans une certaine extension de TJ Watt, Max Crosby, sa vraie spécialité, c'est pas les sacs du corps, c'est les plaquer pour des pertes. Et là, il y a une différence, là. Il y a une différence entre les deux, là. Il y a une petite nuance entre les deux. Max Crosby mène la NFL depuis 2020 pour les plaquer pour les pertes, suivi par TJ Watt et Myles Garrett. Par coïncidence. Les Bengals l'année passée, là, c'est même pas 100 verges au sol par match. Je pense qu'on était comme 28e dans la NFL à ce chapitre-là. Chase Brown, ça n'a pas été facile l'année passée. Là. Je pense que ça a comme pris au moins en deuxième moitié de saison pour avoir un premier match de 100 verges, là, si ma mémoire est bonne. Puis,
qu'est-ce que ça fait en sorte? Si ton jeu au sol n'est pas efficace, qu'est-ce que ça va faire? Ça t'oblige à lancer le ballon. Tu sais, Joe Burrow va être encore impacté aussi indirectement, mais pour moi, Cincinnati n'a pas les outils pour avoir un jeu au sol efficace. Premièrement, la ligne offensive n'est pas assez élite pour ça. Puis on n'a pas les guns. Tu sais, Joe Mixon, qu'on ait une bonne ou une mauvaise opinion de sa personne, ça restait un gars qui était capable de vraiment amener le ballon au sol efficacement. Mais là, on n'a plus ça du côté de Cincinnati et ça va forcer Joe Burrow à lancer encore plus de passes. D'ailleurs, puis c'est encore pire parce que Joe Burrow a comme... En fait, non pas Joe Burrow. Les Bengals de Cincinnati, en tant qu'équipe, ont le deuxième plus grand nombre de dropbacks l'année dernière. Seulement derrière Arizona. Ça va les forcer encore plus. Ouais, c'est fou. C'est complètement fou. Mais écoute, moi, tu vois pas. J'aurais quelqu'un d'autre, je pense, qui va être encore plus impacté par ça. Puis c'est un peu contre-intuitif. Je sais où tu t'en vas avec ça. Lamar Jackson. Lamar Jackson. OK. Donc, c'est pas ça que je pensais. Lamar Jackson. Parce que, pensez aux Ravens. OK? L'état actuel des Ravens. Qui est le receveur numéro 1 des Ravens? Zay Flowers. Qui est le receveur numéro 2 des Ravens? Honnêtement, on s'en fout. Sérieusement, on s'en fout. Je ne sais pas un vrai receveur numéro 2. Fait que là, les Ravens, qui ont une saison où est-ce qu'on ne fait pas les séries quand on s'attendrait à les faire. Okay? Puis là, on se retrouve dans une situation où on a le 14e choix. 14e choix, il y a plusieurs bons receveurs cette année. Tu peux chercher quelque chose de pas pire avec le 14e. Tu as un Mekhi Lemon, un Carnell Tate, un Jordan Tyson. Il y en a un des trois qui va se rendre au 14e rang. Je serais très surpris qu'il n'y en ait aucun des trois qui se rende au 14e rang. Max Crosby, c'est cool. C'est cool, ça améliore ta défense. Mais tu lèves quand même le nez sur la possibilité d'acheter les 3 meilleurs receveurs de ce repêchage-là. Puis un gars qui aurait vraiment pu aider ton attaque aérienne qui, depuis des années de temps, en arrache. Tu sais, Zay Flowers, c'était cool il y a une couple d'années. Là. Mais Zay Flowers n'est pas un vrai receveur numéro 1. Dans un monde idéal, tu as un vrai numéro 1, Zay Flowers, puis le reste de toute la gang de receveurs 4 qui ont, il y en a un qui est 3, c'est pas trop grave, parce que tu as un vrai bon 1 et tu as un vrai bon 2. Mais là, ça met encore plus de pression sur Lamar Jackson pour faire de la magie avec absolument rien, parce que tu vas trouver ça où, ton receveur, maintenant? Il n'y a personne sur le marché. Il y a Alec Pierce qui va signer pour les Pats, vont donner une tonne d'argent. Wendell Robinson, tout le monde s'attend à le voir avec les Titans. Il n'y a pas de receveur qui s'en vient sur le marché de l'autonomie. Là, tu as échangé ton choix de première ronde, fait que tu vas repêcher milieu deuxième ronde. Il n'y aura pas un vrai receveur élite à ce niveau-là. Je ne sais pas. Oui, je comprends ton point sur le jeu au sol des Bengals, puis c'est vrai, mais je pense que celui qui... Là, évidemment, c'est cool. Il ne se plaindra pas que son équipe a été chercher Max Crosby. Mais l'attaque aérienne des Ravens, qui va... Isaiah Likely s'en va aussi. Isaiah Likely, joueur autonome. J'ai oublié de mentionner. Isaiah Likely, joueur autonome. Fait que là, tes receveurs, ça va être un Mark Andrews qui est clairement vieillissant, un Zay Flowers qui ne peut pas s'empêcher d'échapper le ballon quand il est dans des moments importants. T'es mieux espérer que Rashad Bateman, à sa 6e année, fasse enfin le jump qu'on pensait qu'elle allait faire à sa 2e année. Je ne sais pas quelle est ton autre option. Puis, ça arrive aussi dans un contexte que Lamar Jackson commence à faire un petit déclin au niveau de ses capacités athlétiques. On l'a vu en fin de saison. T'sais, les blessures commencent à sérieusement accommoder Lamar Jackson. Fait que déjà là, s'il ne peut plus se sauver avec ses jambes comme il le faisait avant, s'il faut qu'il utilise son bras encore un petit peu plus, puis que tu n'as pas d'armes autour de toi pour le faire, il est dans le chenoute. Les Ravens sont screw à ce côté-là. Mais moi, je pensais que tu allais faire référence à Ja'Marr Chase qui a littéralement crash out live on stream quand il a su que Max Crosby s'en allait à Baltimore. Je vous invite à voir la clip d'ailleurs. C'est excellent. C'est excellent comme clip. Ja'Marr Chase qui crash out en direct, c'est incroyable. C'est quoi le meilleur? Ça fait juste montrer à quel point l'état d'esprit des Bengals n'est pas là pantoute, là. Non, ouais. Vous savez, par contre, c'est quoi le meilleur moment en live cette semaine? Je vais revenir à ça, parce que là, toute la semaine, j'ai été vraiment occupé. C'était la couverture que je faisais avec le travail de la 60e finale des Jeux du Québec qui était à Blainville. Puis, bon, je soupais avec ma famille, puis ma blonde, tout ça. Fait que, bon, le souper termine. J'ai envie de pisser, je m'en vais pisser. Et là, j'entends du salon. Hey, viens! Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Attends, t'es à la télé. Je dis, quoi, je suis à la télé? Fait que, ben, écoutez, c'était Sport 30 qui jouait et je vous laisse, je vous montre l'extrait.
Alors, comme on peut, je vais faire une description pour les gens en audio, on montre de l'escrime qui se joue et en background, on me voit moi sur mon téléphone. Il regarde à gauche, il regarde à droite, un peu nonchalant, mais en même temps un petit peu perdu. Mais l'affaire, c'est que je me suis fait pogner vraiment en flagrant délit en train de doom scroll sur mon téléphone. C'est la version officielle des choses. Ma version, j'étais juste en train de regarder notre Instagram de la Triple Menace. Là, je me suis dit, waouh, faites bien du chemin. Ben, venez donc vous ajouter à ça. Venez donc suivre notre page Instagram triplemenace.podcast où vous pourrez assister à ça. Mais en toute réalité, j'étais en train de doom scroll en attendant une entrevue pendant l'épreuve d'escrime. Puis ce que Emilio raconte pas, c'est que dans l'image, pendant 2 secondes, tu as un zoom sur sa face pendant qu'il est en train de regarder son cellulaire, puis qu'il n'a aucune idée qu'il y a une caméra autour de lui. Hey! To be fair, je voyais au loin une caméra. Là. Je voyais au loin une caméra. C'était William Tremblay qui était là. Je voyais une caméra au loin là, qui était dans ma direction. Tu sais, je sais comment ça fonctionne un peu. Hein, fait que, tu sais quoi? Je juste sur mon téléphone. Tu étais sur ton téléphone en train d'écouter des vidéos de Subway Surfer, avoue-le donc. Je ne peux pas me prononcer sur le sujet. All right. Passons aux prochaines choses, messieurs. C'est bon, écoutez, c'est la classique mondiale de baseball et on a vu certainement des matchs émotifs à penser pour Taïwan, ou c'est d'autres équipes-là, la République dominicaine, tout ça. Mais bon, Pop, on a quand même genre un nom là, qui est en train de faire un peu taire ses détracteurs. Là. Écoute, la République dominicaine, là, quelle équipe incroyable. Tu sais, oui... Les Américains, c'est les Avengers, puis le Japon, Tani, blablabla. Bla. Mais l'équipe spectaculaire, pour moi, c'est la République dominicaine. À chaque fois, tu as l'impression, tu sais, c'est les Avengers version entière. Tu sais, il n'y a rien qui peut battre ça sur le terrain. Puis moi, ce que je remarque surtout dans le début de cette compétition-là, c'est qu'on a un Junior Caminero en ce moment, qui est en train déjà de s'établir comme possiblement l'un des meilleurs frappeurs de cette compétition-là, certainement l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de la République dominicaine-là. Et je me dis que ce gars-là est en train de partir pour faire taire ses détracteurs. Pourquoi? Vous allez me dire, ouais, mais ce gars-là a fait 45 circuits à 21 ans l'année dernière. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille parler là-dessus? Vous vous souvenez où est-ce que les Rays de Tampa Bay jouaient la saison dernière? Un stade de Ligue mineure qui appartenait aux Yankees de New York. La balle s'en allait loin. T'sais, la balle voyageait loin. C'était un environnement parfait pour des circuits. Fait que le monde semble dire un peu que, hey, sais-tu quoi? Un peu le terrain qui l'a aidé. Là. Un peu comme Marcus Semien là, quand il a fait 45 circuits en 2021 là, avec les Blue Jays de Toronto. Oh. Gros throwback. Oh. Gros throwback. Cette équipe-là était absolument incroyable. Puis là, l'année prochaine, l'année prochaine, dans 2 semaines, en fait, on retourne jouer au Tropicana Field, qui n'est pas réputé pour être Coors Field, là. On s'entend, là. C'est pas un stade où la balle voyage beaucoup, là, à Tampa Bay. Et là, il y a plusieurs mondes qui disent, ouais, mais, tu sais, Junior Caminero, il ne fera pas 45 circuits, là. Regardez-le jouer en ce moment, là, puis je me dis, il n'y a aucune chance que ce gars-là fasse pas au moins 35 circuits, peut-être même 40. Je pense pas que le changement de stade va beaucoup influencer tant que ça. C'est moi détracteur de Junior Caminero, c'est moi. Le fait que je n'étais pas dirigé envers toi personnellement, mais je sentais que tu étais dans ce je lève la main. Je lève la main. Je doute. Ah, pas un hater, un sceptique. Un sceptique parce que le stade, je pense. Écoute, 35, je pense pas que Junior Caminero fait 35 circuits. Je pense qu'il se rend peut-être à 30. Non, il va faire 30, mais il ne se rendra pas à 35-40. Je pense que ça va être un 30, puis ce sera pas mauvais. Puis là, évidemment, on va voir le oh wow, c'est un déclin et tout, mais hey, le Trop, le Tropicana Field, là, ça fait un an qu'on l'a pas vu, là, c'est un cimetière pour les frappeurs. C'est épouvantable. Personne ne frappe. Personne ne frappe là. Si Caminero en frappe 30 au Trop, c'est impressionnant. Fait que, c'est pas que je doute du gars, c'est juste que le stade fait en sorte que ça va vraiment être difficile pour lui de répéter 45. Même 40, je pense que ça va être. Je pense pas que c'est possible. 35, si ça va vraiment bien puis qu'il capitalise sur la route. Parce que quand tu regardes les 45 circuits de Caminero,
il y en a une tonne à domicile. Et vraiment une tonne à domicile. Fait que, puis, j'ai juste de la difficulté à le voir répéter ça. J'ai 30 circuits, je trouve que ce serait bon. Mais ça serait tout qu'un pied de nez pour la fameuse gang de la deuxième année, parce qu'il y a peut-être aussi ce facteur-là qu'on s'en oublie. Parce que Junior Caminero, c'était sa première vraie saison complète, puis là, il arrive à Tampa Bay, là, il va arriver avec sa deuxième saison. Là, les attentes vont être au fond. Là. Personne n'avait des attentes, ou presque l'année passée. Là, tout le monde va en avoir un peu. Mais Félix, je vais juste te dire quelque chose, puis j'ai fait quelques recherches un peu aujourd'hui, puis sais-tu que Junior Caminero, pour un gars qui a fait 45 circuits, a juste un OPS en bas de 850 en 2025? C'est ce gars-là, c'est circuit. Fait que j'ai vraiment hâte de voir là-dessus. Puis son PS Plus, c'est quand même à 131. C'est quand même, pour un gars qui a fait 45 circuits, un OPS Plus de juste 131, c'est pas énorme. Il va frapper du double et du triple. Il va beaucoup améliorer. Peut-être pas les triples, il passe assez vite, là, mais il va frapper beaucoup de doubles cette année. Je pense que ça va. Il y a un bon nombre de ces circuits de l'an passé qui font donner des doubles. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste pas un circuit, mais c'est pas une vilaine chose. C'est juste que je pense qu'il faut diminuer les attentes au niveau des circuits. Mais peut-être qu'offensivement, il va avoir une toute aussi bonne saison. C'est juste moins de circuits, plus de. Un sceptique, comme on dit, mais tu sais quoi, peut-être qu'on. Tu vois, on se reparlera de ça en septembre. Ouais, on devrait faire un pari, moi et Félix. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. On met l'over-under à combien? 29,5 ou 34,5? 34,5. 34,5, je note ça. Moi, je dis le under pour le over pour Junior Caminero. 35 Je suis à under. 34,5. On s'en parle au mois d'octobre. Félix, reste avec moi par contre, parce que bon, tu prétends, dans le cas de Caminero, tu te dis pas hater. Mais par contre, pour Youngstown Profort, là. Cook-le. Les valves sont ouvertes. Ah ouais, vas-y, là. Je tiens à féliciter Jurickson Profar parce que j'ai un trophée à lui remettre aujourd'hui. J'espère qu'il va être reconnaissant que je lui redonne le trophée du pire cornet de l'histoire de la MLB. Parce que Jurickson Profar, gros cabochon, OK? Jurickson Profar, ceux qui le connaissent moins, était un top prospect. Au début de sa carrière, ce gars-là était vu comme un des très très gros espoirs qui s'en venait. Un frappeur ambidex avec les Rangers du Texas. Ça n'a jamais trop levé ses affaires. Je connais qu'il se ramasse à San Diego, où est-ce que là, il commence à débloquer, puis soudainement, il se met à vraiment frapper à balle, au point où les Braves, avant la dernière saison, avant l'année de la saison 2025, là, un contrat de 3 ans. Okay? Et là, un contrat lucratif de 3 ans. Fait que, c'est quand même cool, c'est un beau petit success story d'un gars qui a mal commencé, puis que, ça a quand même persévéré, puis est devenu un vrai morceau important. Et là, Jurickson Profar, cornet en chef de la MLB, se fait suspendre pour produits dopants au début de l'année dernière. Là, comme, bon, OK, c'est drôle de timing que ça arrive après sa grosse saison. Tu te poses des questions. Et tu te dis, bon, regarde, il s'est fait pincer, il va apprendre de ses erreurs. Il est revenu en deuxième moitié de saison. C'était pas fou, mais je veux dire, c'est normal pour un qui a manqué autant de temps. Au moins, il va pouvoir se repartir pour 2026. Qu'est-ce que Jurickson Profar fait pour 2026? Il se dit, bah, hey, je peux pas une fois. Ils ne me repogneront certainement pas une deuxième fois. Il s'est repogné une deuxième fois, saison complète. Fait que ce gars-là, sur un contrat de 3 ans, là, va avoir joué au terme de la saison, va avoir joué une demi-saison sur 2 ans. Il va rester une autre année complète. Je ne vois pas possiblement comment les Braves peuvent le ramener pour une 3e saison. Je pense qu'on va juste le sacrer dans l'ordre, fait tes valises. Puis, parce que Jurickson Profar devait participer à la Classique mondiale pour les Pays-Bas. Et ce qui est arrivé, c'est que des gens qui étaient sur place ont rapporté que Profar, du jour au lendemain, est disparu, n'a jamais rien dit à ses coéquipiers. Un jour, il était là, le lendemain, il n'était pas là. Ceux au camp des Braves ont rapporté qu'ils ne l'ont presque pas vu du camp. C'est épouvantable. C'est triste comme histoire. Honnêtement, c'est vraiment triste, mais à un moment donné, quand tu viens de te faire pincer l'année d'après, que tu as déjà ton contrat garanti pour 3 ans, là, à un moment donné, stop. Il faut que ça arrête. Tu peux pas te refaire pincer une deuxième fois en 2 ans. Puis c'est drôle parce que tu compares les communiqués des Braves qui ont réagi à la nouvelle l'an passé et cette année.
L'an passé, les Braves, c'était quelque chose comme genre on est déçu, mais on est surpris d'apprendre que Jurickson Profar s'est fait pincer. Cette année, c'est on est déçu d'apprendre que Jurickson Profar s'est fait pincer. Il n'y a même plus de surprise. On se doutait que ça allait arriver. On dirait qu'il y avait un peu moins de soutien dans le deuxième communiqué par rapport au Ah, premier. non, il était pas mal plus court, puis c'était pas mal pouf. Puis Ben, sérieusement, je les comprends parce que Ben oui. ils viennent de donner. Si je ne m'abuse, il faut que je vérifie le montant total, mais je crois que c'est 42 millions sur 3 ans qu'on a donné à Profar. Sérieusement, c'est pas mal 42 millions qu'on va avoir mis au feu. Parce que même s'il revient l'an prochain, en assumant qu'il ne se refait pas pincer une troisième fois pour dopage, là, si ça arrive là, une troisième fois, là, même s'il revient l'an prochain, il ne sera pas si bon que ça. Parce que ça fait presque 2 ans qu'il n'a pas joué. Fait, faut pas s'attendre à ce qu'il casse tout. Son under l'année prochaine, je pense son under 34.5 circuler l'année prochaine. Je pense que je vais prendre le under. Effectivement, c'est 3 ans, 42 millions. C'est 3 ans, 42 millions. L'année passée, tu as un 7 millions. J'ai joué une demi-saison. Fait qu'il y a un 7 millions au vidange. Cette année, un autre 14 millions au vidange. Je ne m'attends pas à ce qu'il joue l'année prochaine avec les Braves. Fait qu'un autre 14 millions au vidange. Fait que tu as eu 7. Dans le fond, il a joué pour une demi-saison. 42 millions pour ça. Puis il a été ordinaire pendant cette demi-saison. 42 millions. Puis en même temps, c'est drôle parce que tout part de San Diego, je pense qu'on peut comme clarifier d'où c'est que ça part un peu là-dessus. Puis, il y a toujours eu un vent de suspicion autour de San Diego parce que Fernando Tatis Jr. aussi, là, faut pas l'oublier, là, oui, lui aussi s'est déjà fait pogner. Puis, on regarde ses stats à un certain point de sa carrière, tu vois qu'il y a une petite cassure à quelque part, puis ça va en descendant un peu, là. Oui, c'est dommage, mais c'est ça. Fait que cette histoire-là, c'est tellement plate pour les Braves, mais je peux pas croire qu'il s'est dit qu'elle allait réessayer une deuxième fois en disant ça là, je me ferai pas pogner. Je peux pas croire. Je peux pas concevoir. Souvent, la nature des produits aussi, hein, on se dit peut-être que cela est non des histoires. Oui, mais la première fois, un accident, à la limite, la première fois, un accident, ça peut arriver. 2 fois de suite, non. Ça peut pas être. Dans tous les cas, ça demeure impardonnable pour Profar. Mais bon, il en est ce qu'il en est. Finalement, les boys, pour ce qui est du basketball, pas mal un gros sujet là, qui a retenu l'attention cette semaine, c'est le fait que Jason Tatum, qui littéralement, là, il y a une dizaine de mois de ça, là, fait pas un an encore, s'est déchiré le tendon d'Achille pendant un match de séries éliminatoires. C'était contre les Knicks de New York. Je pense que c'était le match numéro 6. Et puis là, Pop, on en jasera, mais il est de retour. Il est de retour. Puis toi et moi, on a la même vision. Là. On a la même vision de la chose. Là. Je sais pas. Écoute, les gars, je suis un podcaster. Puis encore là, c'est même pas ma vraie job dans la vie. Là. Je fais ça la fin de semaine pour le fun. Je suis pas médecin, OK? Là? Je pense qu'on peut tous s'entendre sur le fait que j'ai même pas passé proche de penser à faire des études en médecine. Là. Mais un tendon d'Achille, 10 mois après, tu es revenu au jeu. Je comprends que la science et la médecine font des progrès incroyables puis qu'on devrait tous saluer ça. Mais moi, j'ai encore l'image de Kevin Durant et de Tyrese Haliburton qui se reblessent après avoir été un peu expédié un peu trop rapidement au jeu. Et ça m'inquiète pour Jason Tatum. Oui, OK, il joue encore des minutes limitées, tatata. Mais dans un monde où les Celtics sont en parfait contrôle, on en jasait la semaine passée. Jaylen Brown amène cette équipe-là à un autre niveau. Sans Jason Tatum, 2e dans l'Est, à 3 matchs et demi des Pistons et du premier rang dans l'Est. Je me demande c'était quoi l'urgence. Est-ce qu'il y avait vraiment urgence de ramener Jason Tatum 10 mois plus tard? Est-ce qu'on aurait pu prendre 2 mois supplémentaires puis juste, au moins on va finir la saison régulière puis après ça, on te réévaluera rendu en série. Mais je comprends pas ce qui se passe là, du côté bas. On joue avec le feu avec les Celtics. C'est la seule chose que je peux comprendre, c'est qu'on joue avec le feu avec l'état de santé de Jason Tatum.
Puis même chose pour toi, je suis pas médecin, je suis pas proche de l'aide, puis d'habitude, puis j'adore plugger ça sur l'émission, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose de blessure que j'aimerais comprendre, je demande toujours à un de mes amis qui étudie en médecine pour savoir un peu ce qu'il en pense. Là, je t'avoue que je l'ai pas, je lui ai pas parlé de la chose, mais tu sais, j'ai mentionné tellement de fois tout au long de l'été et de l'automne sur ma revue de presse, ce salon de Mio que je vous invite à écouter tous les jeudis matin, soit dit en passant. Comme quoi, c'est pas normal que on voit Jason Tatum marcher à gauche, à droite, en public, sans bottes. Et après ça, qu'on le revoit sur un court en train de s'entraîner, encore une fois, sans limitation, on dirait. Puis après ça, tu as toutes les pages Twitter et Instagram de ce monde qui... Oh, Jason Tatum de retour cette année avec l'emoji des deux yeux qui regardent. Je sais pas. Encore une fois, comme Pop, mon opinion, ça vaut ce que ça vaut, mais je peux pas concevoir que c'était la chose à faire. Je peux-tu dire qu'il y a un contrepoint? Oui, c'est vrai, c'est rapide. C'est un retour qui est très rapide, mais après 2 matchs, là, Jason Tatum ressemble à Jason Tatum. Il n'a pas l'air d'un gars qui revient d'une blessure. Il a l'air d'un gars qui... c'est pas prime, Jason. Évidemment, tu le regardes et tu sens que des fois, il manque un peu de gaz. Puis, tu regardes ses tirs, puis c'est le cas classique d'un gars qui revient d'une blessure puis qui n'est pas complètement à 100%. Là. Tous ses tirs sont un peu courts. Frappe le devant du panier tout le temps. Là, ça, c'est un gars qui n'a pas encore trouvé son rythme. C'est normal. Là, ça, c'est un cas extrêmement classique d'un gars qui revient d'une blessure. Mais de manière générale, là, Jason Tatum il joue du gros basket. Tu sais, il a pas l'air d'un bum du tout. Puis ça, puis je comprends, ça veut pas dire que c'est parce qu'il est bon que son talon d'Achille va tenir tout le temps, là, mais de manière générale, moi, ce que je vois depuis 2 matchs, ça me rassure. Oh, écoute, la question n'était pas est-ce que Jason Tatum va avoir l'air d'un bum sur le terrain? Est-ce que Jason Tatum va être capable d'être encore en santé pour la prochaine année, mettons les 12 prochains mois? J'ai hâte de voir comment on va gérer sa charge de travail aussi. Je pense pas qu'on va le faire jouer les 2 matchs en 2 soirs. Je pense qu'on va le ménager pour ça. Puis tu sais, même peut-être 2 matchs sur 3 par semaine, au-delà des 2 en 2. Là, là, je regarde, mettons, l'horaire qui s'en vient. Là. On a les Celtics puis les Celtics, wow. On a les Spurs puis le Thunder qui s'en viennent au cours des 2 prochains matchs. On l'a fait jouer contre les Cavs, c'est un match important. Les Spurs, le Thunder s'en viennent, 2 autres gros matchs. Après ça, un match contre les Wizards samedi prochain. Peut-être que samedi prochain, on dit, gars, c'est beau, là, ça fait 4 bons matchs que tu nous donnes. Prends celui-là tranquille. Là. Contre les Wizards? Tu prends un petit match tranquille contre les Wizards. Contre les Wizards? Ben non. Ben oui. Prends un petit match tranquille. Non. Mais dans tous les cas, moi, le bottom line de tout ça, c'est que il gamble, il parie, il joue avec le feu, avec sa santé. Encore une fois, on va leur dire, on n'est même pas proche que d'être des professionnels de la chose. Mais ce que l'histoire récente nous a montré, c'est qu'il y a une recrudescence des blessures au tendon d'Achille. Ça ne va pas en s'améliorant. Puis un corps humain, ça ne va pas en s'améliorant. Mais encore une fois, la science fait parfois des miracles. Mais je ne peux pas croire. Dans tous les cas, ce que ça veut dire, par contre, si le Jason Tatum qu'on voit là, de ce petit moment qu'on a vu là jusqu'à présent, c'est que la tête de la conférence de l'Est qui appartient maintenant aux Pistons de Détroit, qui appartient encore aux Pistons de Détroit, pardon, n'a jamais été autant menacée qu'elle l'est en ce moment si les Celtics devaient être à 100%. Bon, ils seront sans Nikola Vucevic pour vraisemblablement le début des séries éliminatoires, mais toujours est-il, les Celtics ont montré que peu importe qui vont avoir sur le plancher, Joe Mazzulla est un entraîneur assez compétent qui va faire n'importe quoi fonctionner. Les Pistons ont en ce moment, comme Pop l'a mentionné aussi, les devants dans cette conférence par 3 matchs. Je ne crois pas que c'est subsistant jusqu'à la fin de la saison et qu'éventuellement, ça pourrait juste arriver au dernier match même. Mais les Celtics seront première tête de série dans l'Est à la fin du calendrier. Surtout que les Pistons viennent de perdre 3 matchs de suite. Hein. Il y a dit aussi, là, oui, les Celtics sont dans une belle séquence. Le 8 victoires leurs 10 derniers matchs. Détroit vient d'en perdre 3, vient de perdre contre les Cavs.
viennent perdre contre les Spurs, ça se défend, puis la défaite contre les Nets hier, c'est de la fin. C'est un match que tu peux te permettre de perdre. Puis quand tu regardes l'horaire des prochains matchs des Pistons, honnêtement, il y a quand même du match facile. Le Heat, les Nets, partie 2, je pense qu'on perd 2 fois contre les Nets. Là. Les 76ers, les Grizzlies, les Raptors, gros défi entre guillemets. Les Wizards, non, je n'en mets pas les Wizards. Les Warriors, il y a comme une belle séquence de matchs qui sont prenables. Puis il n'y a pas de duel direct entre les Pistons et les Celtics aussi. Les Pistons contrôlent quand même encore leur destin dans le sens où il y a des matchs prenables qui s'en viennent, puis Boston ne gagnera pas tout le temps non plus, puis surtout si on se met à gérer la charge de travail de Tatum, peut-être que ça va baisser un petit peu. Il y a le buzz du retour de Tatum aussi qui aide beaucoup en ce moment à Boston. Mais c'est vrai qu'en ce moment, quand tu regardes ça, à Détroit, on est vite commencé à regarder. Là, dans le miroir, là, les objets sont plus proches qu'ils n'apparaissent dans le miroir. Là. Ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le Boston est vraiment plus proche qu'on pense. C'est pas, ça dit 3 matchs, là, mais c'est moins que ça. Là. Assume que c'est un match, parce que ça arrive vraiment, vraiment vite. Oui, puis même pour citer d'ailleurs l'un de nos bons amis qui est partisan des Celtics, puis tu sais, j'ai même pas appris. Bon, oui, on avait quand même là les petits échos qui sortaient comme quoi Tatum allait potentiellement revenir, mais là, c'est un message. Comment j'ai appris que c'était officiel qu'il allait revenir? C'était. Ça, je disais. En tout cas, les Pistons, c'était bien le fun. Mais les Celtics s'enlignent pour remporter cette division. Puis c'est difficile d'être plein d'espoir pour écoutez, pour ces Pistons de Détroit. Mesdames et messieurs, on se dirige vers la fin de l'émission. Juste avant, on est tellement content de voir, comme je mentionnais en début d'émission, là, vous étiez tellement nombreux à répondre avec le perron d'église. Si vous n'êtes toujours pas abonné à notre page Facebook, je vous invite à le faire tout de suite. On est presque 1400. Allons chercher quand même ce plateau-là. Vous savez où nous trouver, la triple menace. Juste avant qu'on passe cette fin d'émission, on avait quand même notre quiz du joueur de la semaine pour vous. Et bon, cette semaine, comme à chaque semaine, il y a toujours 1001 joueurs là, qu'on peut aller chercher, peu importe le sport. Vraiment, peu importe le sport. Mais cette semaine, celui qu'on a pour vous est âgé de 28 ans. Son équipe actuelle, ce sont les Ravens de Baltimore et il a 10 sacs du corps en 2025. Félix Forget, de qui parle-t-on? On parle de Max Crosby qui a été la grosse transaction de la semaine, comme on en a parlé dans notre petit bloc football. C'est vraiment ça a été le gros blockbuster jusqu'à maintenant, la grosse transaction qui a volé le show depuis le début de la saison morte. On savait que Crosby, son tête était comptée avec les Raiders. Ça a fini un peu tout croche quand on l'a comme forcé à manquer des matchs en fin de saison pour aller se faire opérer. 28 ans, va avoir 29 ans au début de la prochaine saison. On va revenir d'une opération au genou. Dans quel état il va être? Les Ravens espèrent un très bon état parce qu'on a payé cher pour lui, le 14e choix et notre choix de première ronde l'an prochain. Les Raiders, eux autres, espèrent qu'il n'est peut-être pas si bon que ça finalement parce qu'on a le choix des Ravens, le choix de première ronde des Ravens l'an prochain. Fait que ça fait un peu notre affaire qu'on gagne un petit peu moins de matchs. Mais non, quand même, une grosse transaction. Puis, écoute, avis personnel ici, je trouve ça vraiment dommage de voir Crosby quitter les Raiders. Je trouvais que c'était vraiment un gars parfait pour cette organisation-là. Puis, il y avait, ça paraît qu'il aimait les Raiders, puis c'était un gars dédié à cette équipe-là. Le voir à Baltimore, ça va faire bizarre, mais en tant que fan des Titans, je sais très bien ce que ça fait de voir un visage de ta concession prendre le chemin des Ravens en fin de carrière. Je sais trop bien à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas agréable. Je vous dis tout de suite, fan des Raiders qui nous écoutez. Mais écoute, Max Crosby, une grosse transaction. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les Ravens dans les prochaines années. Can I be this guy? Je vais être gossé, mais can I be this guy? Excuse-moi. Actually, l'équipe actuelle de Max Crosby est encore les Raiders. Actually, parce que faut comprendre, on l'avait pas dit, là, mais la transaction est faite, mais sur papier, mais en fait, la période des transactions va s'ouvrir cette semaine du côté de la NFL. Fait que c'est officieux, mais pas officiel, mais actually, c'est encore un membre des Raiders. Merci, c'est tout. Bye. OK, closons cette émission-là. C'est fini, Bye. C'est fini. Non, mais ça fait quand même partie des trucs là, qu'on vous invite là, à surveiller cette semaine. En fait, c'est mercredi, c'est l'ouverture officielle. Sachez que
ça ne sera pas mercredi nécessairement que vous allez entendre les grosses transactions croustillantes. Ça risque d'arriver dès mardi. Parce que bon, c'est. Non, demain, lundi. Même demain, c'est vrai, même demain. Ouais. Là, donc, la période du tempering. Et après ça, bon, mercredi, c'est officiellement où ça va être mis sur papier. Hein, pas parce que, actually, c'est sur papier que ça va être. Et non pas, en ce moment, c'est pas sur papier Max Crosby. Mais c'est en théorie, mais c'est pas en pratique. Et voilà. Vous êtes insupportables, les deux, vous êtes insupportables en ce moment. Parce que là, sur papier, les deux, vous m'énervez en ce moment. Oh là! Ah, à un moment donné, hein? Fait que mercredi, ou en tout cas, peu importe. Cette semaine, vous allez entendre des trucs croustillants dans la NFL. Puis on commence déjà à en entendre d'ailleurs aussi là, avec les Bills qui bougent, Joe Mixon qui doit changer. Bref, cela et ça. Les Canadiens de Montréal qui, cette semaine, ont 2 matchs contre des adversaires de division. C'est pas les équipes les plus menaçantes en ce moment, mais aucun adversaire ne peut être pris à la légère pour les Canadiens de Montréal. Ce sont les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs d'Ottawa, ainsi qu'un match samedi contre McLean Celebrini et les Sharks de San Jose au Centre Bell. Si vous allez y être, comptez-vous chanceux d'avoir un talent comme McLean Celebrini. Ben, de manière générale, sinon, dans la LNH, bon, oui, c'était déjà lancé. Depuis le point de la saison, c'est que c'est une course aux séries éliminatoires. Mais là, les équipes sont finales. Là. C'est fait. C'est fait. Donc, jusqu'à la fin de la saison, tout ce qu'il y a à suivre dans la LNH, dites-vous, on commence à rentrer vraiment là, dans les matchs de 4 points pour certaines de ces équipes intra-division. Et puis sinon, ben, classique mondial du baseball, continuez de suivre ça. C'est du beau baseball, encore une fois, des belles histoires qui se voient. On voyait encore une fois les joueurs pour l'équipe taïwanaise qui se sont mis à brailler après leur match. Du beau stock à voir. Comme quoi, le sport, c'est du romantisme et on ne peut qu'être romantique que de voir du sport. Ben, écoutez, sinon, félicitations, vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'émission. Si jamais, là, bon, peu importe sur votre plateforme de choix sur laquelle vous écoutez ce podcast, ben, sachez que c'est à peu près seulement 10% des gens qui écoutent ce balado qui sont abonnés. Donc, si vous avez bien compris, abonnez-vous. Je vous dis ça au temps impératif des verbes, ceux qui s'en rappellent. Sinon, ben écoutez, la triple menace, tous les lundis matins sur la plateforme de votre choix, Salon de Mio, la revue de presse, tous les jeudis matins. Bonne semaine à tous.